Welcome sur ce podcast Les Croqueuses. Je suis Pauline pour vous guider à la fois coach, formatrice, praticienne EFT, facilitatrice de cercles, de soins rituels et de stages. Oui, tout ça. En fait, je suis exploratrice de tous les possibles. Les Croqueuses, c'est le podcast qui vous fait kiffer votre vie avec des interviews inspirantes, des bottages de fesses et 100% de motivation et de good vibes. On explore ensemble la résilience, la reconstruction et surtout, on prend beaucoup de plaisir à croquer la vie à pleines dents. Allez, prête à vibrer ? C'est parti pour une nouvelle dose de good vibes. Aujourd'hui, j'accueille Caroline qui vient nous partager son bout de chemin avec la maladie, comment elle est passée de la super warrior qui tire la vie des autres à sa propre vulnérabilité. Après avoir pris le rôle d'aidante dans sa vie personnelle, c'est elle qui passe de l'autre côté cette fois dans le parcours de soins qu'elle commence, où elle n'a d'autre choix que de s'occuper d'elle. Et, quelques mois après le début de ses traitements, elle découvre le rôle de patient partenaire qui change tout pour elle. Elle s'engage pleinement et reprend le pouvoir à ce moment-là. Ses objectifs, c'est clairement transformer l'expérience en quelque chose de constructif pour permettre à chacun et chacune de faire ses propres choix éclairés, et aussi redonner de l'énergie et de l'espoir. Aujourd'hui, Caroline a trouvé sa place, elle aime se sentir vivante, contrer l'épée de Damoclès des possibles récidives du cancer pour s'évader et vivre pleinement. Elle est vibrante. Et comme elle dit, j'ai envie de bouffer la vie, de rire, de faire des blagues. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire, sa gourmandise. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello, bienvenue à toi Caroline sur le Bonjour podcast. Pauline. On se voit aujourd'hui en presque vrai. Je suis vraiment contente que tu sois là, que tu puisses nous partager un peu ton histoire parce que tu as déjà témoigné à notre micro. Nos échanges qu'on avait déjà eus avant font que on avait réalisé que malgré tout, il y a des nouveaux apprentissages, des nouveaux enseignements, un nouveau point de vue qui arrive quelques mois après. Et aujourd'hui, tu avais envie aussi de pouvoir parler à cœur ouvert de là où tu en es rendu aujourd'hui. Et du coup, tu vas commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es, tout ce que tu as envie de nous dire sur toi, sur ta personnalité pour qu'on te cerne bien. Ok, eh ben, merci Pauline de m'accueillir. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi qu'on nous laisse cette chance de nous exprimer au travers de ce moyen de communication. Donc moi, je m'appelle Caroline, j'ai 43 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à 39 ans. Ma vie était déjà bien remplie juste avant le cancer avec une petite fille qui a une maladie génétique rare et un papa qui est en parcours de soins aussi depuis presque 8 ans. Donc avec un rôle d'aidante depuis de nombreuses années, la présidence d'une association de patients pour soutenir les familles qui sont impactées par le syndrome de Coffin-Siris, qui est la maladie de ma fille, mais toujours dans l'accompagnement des autres. Et en 2020, quand le diagnostic tombe, un gros bouleversement, puisque là, cette fois-ci, il va falloir que je m'occupe de moi. Et c'est très différent de ce que j'avais pu vivre les années précédentes. Un cancer du sein HER2 triple positif, hormonodépendant, pour lequel j'ai subi une première mastectomie donc en 2020, une seconde mastectomie un an plus tard, de la chimiothérapie, radiothérapie, et toujours sous hormonothérapie depuis 2 ans et pour encore 8 longues années. Hmm. Voilà ce que je peux en dire de ce parcours qui n'a pas été simple, mais qui a débuté véritablement il y a 4 ans. Le parcours pour toi, dans la maladie que tu as traversée toi, malgré tout, dans ce que tu partages là, la maladie était déjà présente pour toi, dans ta vie, mais dans un rôle totalement différent. Donc là, c'est comme si tu es passé de l'autre côté, en fait. Oui, c'est ça. Passer de l'autre côté, avoir ce rôle un peu jusqu'à présent avec la petite cape de super maman, de super warrior qui tire un peu les autres, qui gère la vie des autres. Du jour au lendemain, moi, je me retrouve en position de faiblesse un peu, en position de vulnérabilité, puisque quand on est malade, voilà, on se retrouve un peu dépossédé de ses capacités de choix et d'action. Et je me retrouve à subir un peu tout ce qui se passe autour de moi. Il y a eu un état de sidération dès le diagnostic. Et puis derrière, je me laisse porter par ce rouleau compresseur au gré des rendez-vous, des examens, des protocoles. Je fais pleinement confiance
aux professionnels de santé que j'ai face à moi. Je ne remets absolument pas en cause ce qu'on peut m'annoncer, ce qu'on peut me proposer, mais pour autant, je me sens quand même un peu démunie de cette notion d'agir pour soi. Hmm. En fait, cette cape de super-héros que tu avais pour les autres parce que tu avais la possibilité de les aider, de les accompagner, de les encourager, eh bien, en fait, non seulement tu l'as perdu, mais en plus, c'est comme si on faisait tout à ta place, qu'on décidait tout pour toi. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment se retrouver dépossédé d'un avis complètement vulnérable. Et c'est pas la situation de la maladie qui fait ça, c'est le contexte dans lequel je me suis retrouvée. C'est les médecins qui m'ont mis un peu dans cette position, sans me laisser cette capacité d'agir et sans forcément m'intégrer dans le parcours de soins dans lequel il voulait me mettre. C'est d'autant plus impactant pour moi quand il s'agit de cette étape de reconstruction qui finalement s'est faite en 2 temps, puisque sur la première mastectomie, en fait, on ne parle pas de reconstruction avec le médecin. Elle part du principe que je vais vouloir remettre du volume du côté du sein qu'on va m'enlever, et donc elle me laisse un lambeau de peau. Et moi, je suis dans, c'est un peu cette notion d'urgence, il faut me soigner, etc. Et donc, en fait, comme je ne sais pas ce qui va se passer derrière, c'est pas quelque chose que j'envisage avec elle. Et 1 an plus tard, quand on envisage la seconde mastectomie, là, on commence seulement à me parler des méthodes de reconstruction qui vont venir derrière. Reconstruction qui n'est pas que physique, qui est aussi psychologique. Et je trouve que voilà, c'est des petites choses qui, pour moi, doivent être pleinement discutées avec le patient dès le départ, dès le début du protocole, dès l'annonce, pour que derrière, l'après-cancer et le rétablissement se passent le mieux possible. Hmm. Et comme ça n'a pas été le cas avec toi, que tu as eu l'impression un peu de subir toutes les décisions puisque tu n'as pas été forcément concerté dans les choix médicaux qui ont été pris. Comment est-ce que tu as vécu ça? Donc tu parles de la sidération, de cet état de choc, ok, là je fais confiance et vous y allez, vous me soignez. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes, peut-être de la colère face Mhm. à certains médecins ou certaines incompréhensions de ton souhait à toi et de ce que tu partages par rapport à cette non-considération de tes désirs à toi? Ouais, c'est très cyclique comme état et surtout, c'est pas linéaire. De la colère, j'en ai ressorti à plusieurs moments, parfois pas suite à des étapes de mon propre parcours, mais à des étapes d'amis que j'ai rencontrés depuis 4 ans qui ont fait remonter des choses. L'état de sidération, le coup, je l'ai eu qu'une fois. Il a duré quand même un petit temps, mais c'est au début, à l'annonce du diagnostic, c'est très explosif comme façon de faire, comme une petite bombe hein, qu'on nous lâche comme ça, qui fait remonter tout un tas de traumatismes. En plus, mon histoire personnelle est un peu compliquée dans le sens où je suis très très proche de ma maman et par sécurité, elle avance sa propre mammographie d'1 an quand elle sait que je suis moi-même diagnostiquée et qui va lui sauver la vie finalement puisqu'elle est elle-même diagnostiquée d'un cancer du sein et qu'on se retrouve à devoir rentrer dans un parcours très compliqué en pleine période de Covid en même temps. Donc voilà, tout ça se mélange dans ma tête. Donc de la sidération, de la colère à plusieurs reprises. Et puis, il y a un point de bascule quand je commence à toucher du doigt un peu cette notion de patient partenaire et à comprendre que on peut vivre son parcours différemment en étant un peu plus acteur de celui-ci. Hmm. Cette idée de patient partenaire, tu l'as découvert pendant ton parcours de soins. Oui, je l'ai découverte presque 8 à 9 mois après, quand je suis en train de feuilleter un magazine qui s'appelle Rose Magazine de l'association Rose Up, que beaucoup de caféiteuses connaissent puisqu'on peut le trouver dans les lieux de soins et dans les associations de soins de support. Et en fait, dedans, il y a un reportage sur une patiente partenaire de l'Institut du sein de Montpellier qui raconte sa vie et qui raconte comment elle a fait de son expérience personnelle une force et qu'elle a mis à profit son savoir expérientiel pour aider les autres. Et là, voilà, il y a une petite graine qui est semée, ça germe, je commence à me renseigner de mon côté sur Internet et je vois qu'il y a des formations diplômantes qui permettent d'acquérir des compétences et surtout de savoir si on a le recul nécessaire par rapport à son propre parcours. Et ça, c'était très, très important pour moi de savoir si j'aurais suffisamment de lâcher prise et de distance avec ma maladie pour pouvoir accompagner efficacement les autres. Bon, il s'avère que très rapidement, en rentrant sur cette première formation à l'Université des patients, je me rends compte que je suis au bon endroit, à la bonne place, au milieu de ces 20 femmes qui ont suivi avec moi ce diplôme universitaire.
et que je veux rendre aux autres ce que je n'ai pas eu et voilà, leur empêcher de subir un parcours de soins qui peut être vécu de manière beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus sereine. Donc, en fait, avec cette découverte de cette vocation de patient partenaire, tu as réussi à transformer la colère, la révolte de merde, putain, c'est pas juste ce qu'on m'a Ouais, fait, on m'a pas demandé mon avis, c'est ça. et de le transformer en quelque chose de constructif pour que d'autres ne vivent pas la même chose que toi. Tout à fait, c'est exactement ça. Pourquoi ça m'est arrivé à moi et comment ça peut ne pas arriver aux autres? Je reprends l'exemple de la reconstruction à plat. Je ne prône pas la reconstruction à plat, je prône le choix de la patiente. Ce que j'essaye de faire entendre aux professionnels de santé que je rencontre et aux patientes avec qui je discute régulièrement, c'est quand il s'agit de reconstruction, vous êtes en droit d'avoir tous les conseils et qu'on vous explique toutes les méthodes qui existent. Et c'est à vous de faire le choix. Parce que malheureusement, parfois, quand on rencontre le chirurgien qui va s'occuper de cette reconstruction mammaire, s'il a plus d'appétence pour une technique bien spécifique, il va proposer cette technique-là à la patiente et il ne va pas chercher à savoir comment elle envisage les choses dans son futur. Et puis, il y a tout ce volet accompagnement, soins de support qui est très, très important. Tout le volet administratif et social, hein, sans se substituer à des professionnels qui existent et qui sont là pour ça, comme les assistantes sociales, les psychologues et choses comme ça, les infirmières d'annonce, de coordination. Le patient partenaire s'imbrique avec toute cette équipe et ne marche pas sur les plates-bandes des autres, hein, mais chacun a sa fonction. Mais voilà, la façon dont on a vécu les choses, qui mieux que le patient peut parler de la maladie puisqu'il est passé par ce parcours-là et je le vois au quotidien, les femmes qui sont avec moi, en fait, elles abordent pas du tout les mêmes questions quand elles sont avec moi que quand elles sont avec l'oncologue ou la psychologue ou l'assistante sociale. Peut-être qu'elles ont vraiment, avec des pincettes entre guillemets, davantage confiance pour Oui, être en mesure de se livrer pleinement sur mm, leur état émotionnel, sur mm, leurs traumas, sur leurs doutes, sur leurs questionnements, puisqu'elles savent que tu es déjà passé par là et que peut-être il n'y aura pas de jugement aucun en face. c'est ça. Il y a ça et des problématiques qui sont malheureusement peu ou pas abordées dans les parcours, par exemple les problématiques de sexualité. Où moi, je me suis retrouvée confrontée hein, à des fins de non-recevoir par rapport à mon onco ou au chirurgien. Quand je leur exprimais le fait que j'avais des difficultés, que je rencontre toujours des difficultés avec ça, avec l'hormonothérapie, c'est pas quelque chose qui va les interpeller au point de me proposer des solutions. Donc voilà, bah, la sexualité entre femmes, on a plus facilement tendance à en parler quand on a quelqu'un en face de nous qui traverse les mêmes choses de manière très concrète, on me demande est-ce que tu as arrêté de travailler, est-ce que tu n'as pas arrêté de travailler, mais comment tu fais, etc. Enfin voilà, c'est des questions très précises sur tous les aspects. Et effectivement, c'est un contrat de confiance et de crédibilité en fait qui se fait naturellement parce qu'elles savent qu'on a eu le même parcours. Et c'est aussi important pour moi de le faire avec toute l'énergie, sans être dans le surpositivisme, mais avec le sourire, etc., pour montrer qu'il y a quelque chose derrière et qu'il y a un espoir et que ça se passe bien. Hmm. Alors du coup, je fais une petite parenthèse avant de rebondir sur quelque chose que j'ai envie de creuser avec toi. La posture que tu prends aujourd'hui a exactement les mêmes motivations que la posture que je prends moi en tant que podcasteuse et Mhm. intervieweuse dans ce parcours de maladie pour redonner un peu de peps, un peu d'énergie, un peu d'espoir à toutes celles qui sont dans le dur, maladie ou pas maladie. Voilà, du coup, je pense qu'on est vraiment reliés dans nos Oui, motivations profondes oui. par tout ça. Tu vois, j'ai pas une grosse communauté sur Instagram. Je suis pas un compte qui est suivi par des milliers de followers, mais pour autant, ça me permet d'avoir des échanges très riches. Et quand je reçois des messages, quand je poste une vidéo ou un post parce que j'ai une thématique que je veux aborder, quand je reçois des messages qui me disent oh là là, mais merci, tu m'as mis une énergie folle pour aujourd'hui. Je vais avec la banane à ma séance de chimio. Merci pour ce que tu partages. Oh là là, je me reconnais tellement. C'est tellement valorisant et je sais que je le fais pour la bonne raison. Bah, merci à ces femmes qui me suivent au quotidien pour tout ce que je veux partager sur les réseaux. C'est un peu ce qu'on disait en off tout à l'heure avec cette idée de aujourd'hui, la posture que tu as, c'est une façon de redonner ce que tu as reçu. Et mine de rien, dans ce que tu fais aujourd'hui, tu reçois énormément, ce Mm. qui te nourrit assez pour continuer de donner. Oui,
On me pose souvent la question de savoir pourquoi je reste dans le domaine du cancer et pourquoi je ne sors pas de ce truc-là. Parce que je le vois bien au bout d'un moment, mes copines que je me suis faites au travers des projets qu'on a vécus ensemble depuis l'annonce, à un moment donné ou à un autre, elles ont envie de tourner la page, elles veulent passer à autre chose. Moi, j'y reste parce que je me nourris de tout ça, parce que ça a un sens pour moi et que tant que je n'aurai pas plus de négatif que de positif, je resterai dans cette voie-là. Je pense que je l'ai trouvé. Aujourd'hui, vraiment, l'accompagnement, le soutien, l'aide, je pense que j'ai vraiment trouvé ce que j'aime faire. Tant que j'y prendrai autant de plaisir, je n'envisagerai pas de faire autre chose. Ouais, c'est beau. Et si jamais on revient un petit peu en arrière, au moment où justement il y a eu un petit peu cette révolte de bah mince, on m'a pris une partie de mon parcours médical, on m'a privé de certains choix. Je découvre, lisant le Rose Magazine, cette possibilité de m'orienter en tant que patient partenaire. À ce moment-là, est-ce que tu es encore toi en parcours de soins? Est-ce que tu Ouais. commences direct? Qu'est-ce que ça change dans ta façon d'appréhender ton propre parcours médical? Je pense que c'est aussi une façon pour moi de reprendre le contrôle de ma vie, puisque j'étais encore en plein parcours, hein. Je crois que j'avais à peine fini les chimios, j'étais encore en thérapie ciblée toutes les 3 semaines, puisque ça, je l'ai eu pendant un an, et j'avais pas encore débuté ma radiothérapie. Je suis quand même, même pas à la fin de ma première année de soins, qui est quand même celle qui est potentiellement la plus lourde. Pour autant, ce déclic qui se fait, et d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote parce que j'avais à ce moment-là aussi pris contact avec une association qui accompagne les patients dans le cancer. Et quand je les ai appelés pour faire un peu de bénévolat, on m'a refusé cette candidature, entre guillemets, parce que je n'étais pas à 3 ans de la fin de mes traitements et que eux, ils estiment, quand on est encore la tête dans le guidon comme ça, on ne peut pas avoir le recul nécessaire. Et j'avais tiqué un peu à ce moment-là, mais voilà, je pense que c'est une question de temporalité et de chaque personne. Et d'ailleurs, les 2 diplômes universitaires que j'ai faits, donc le premier, l'Université des patients, et le second avec l'Union francophone des patients partenaires, dans les dossiers de candidature, en fait, on nous demande évidemment quelles sont nos motivations, on nous demande où on en est dans nos parcours. Mais il n'y a pas d'échelle de temps, puisque c'est vraiment très propre à chacun de savoir à quel moment on a envie de passer là-dedans, quoi. Et à quel moment on se sent prêt? Et Ouais. l'image que j'ai vraiment en t'entendant parler, c'est cette cape que tu mettais pour accompagner ta fille, pour accompagner Mm. ton mari, qu'on t'a arraché et on t'a trimballé à droite à gauche dans tout ce que tu avais à faire. Et au moment où donc tu étais en train de subir, et au moment où tu découvres ce parcours-là, tu es encore dedans, mais c'est comme si tu te redressais et que c'est toi qui sais où tu veux aller et que petit à petit, ta cape, bah, tu l'as reconstruit en fait. C'est ça, tout à fait ça. C'est vraiment reprendre le contrôle, retrouver cette capacité d'agir, me remettre en mouvement. Vraiment, c'est 6 à 8 mois entre le diagnostic et ce point de bascule où je me dis il faut que je fasse quelque chose. Ça a été, je crois, les plus terribles de toute ma vie, mis à part les effets secondaires liés au traitement, hein. Psychologiquement, je me suis retrouvée plus bactère et c'est quelque chose auquel je n'avais jamais fait face auparavant. Il y avait eu, après le diagnostic de ma fille, quand on a mis le doigt, parce qu'il y a eu 2, 3 ans d'errance de diagnostic, quand on a mis le doigt sur le nom de son syndrome et du gène qui était à l'origine de tous ces maux, il y a eu un contre-coup qui s'est fait avec un état dépressif, mais ça n'avait pas été quand même jusque-là, hein. Là, franchement, ce diagnostic de cancer, de mon côté, ça a été, comme je le dis, on est en voiture, on se prend un mur de face, c'est l'arrêt total pour moi. Et après, cette période de 6 à 8 mois, pareil, elle est différente en fonction des femmes. Moi, ça a duré 6 à 8 mois. Il m'a fallu ça pour que je me remette un peu ouais, en mouvement, en action, avant de pouvoir en faire quelque chose. Hmm. Et dans ce quelque chose que tu as refait, est-ce que en plus du DU, c'est peut-être des rencontres, des personnes qui Ah t'ont oui, accompagné et aidé? ouais. Le mot qui revient souvent, alors des fois on nous dit qu'il est un peu trop à la mode, mais cette sororité qu'on peut retrouver entre les cas-fighteuses ou les cas-sisters, comme on les appelle, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai fait des rencontres, mais magiques. Tout a démarré par le défilé Ruban Rose qui a été organisé par l'association Ruban Rose pour le lancement d'octobre en 2021, si je ne m'abuse.
Ça a été le point de départ de rencontres magiques, dont Fanny Miosotis, avec qui j'ai pu cofonder Maquille mon crâne. C'est aussi là qu'on a rencontré Marion, et puisqu'on est trois à s'être relancés dans cette aventure. Clairement, ce défilé, cette maladie, ce parcours, je n'aurais jamais croisé leur chemin, je pense. Voilà, ça permet quand même de belles choses. Je pourrais citer tellement de prénoms entre Mélanie, Christelle, Delphine, Whitney, Camélia. J'en ai tellement en tête. Et ça, c'est des liens qui sont très, très forts. C'est de magnifiques projets pour lesquels on a pu collaborer ensemble. Nos chemins se croisent. C'est des heures de confidence, des heures de soutien. C'est voilà, on n'a pas besoin parfois de trop parler, on sait par quoi on peut passer. Il n'y a pas besoin de mots bien précis pour dire l'état émotionnel dans lequel on peut se trouver parce qu'on se comprend avec un regard. Hmm. Et si je reviens sur ce mot sororité, c'est vrai que tu as raison, il y a des jugements par rapport à Mm, ce mot-là. Il n'empêche que son jumeau, le mot fraternité, fait quand même mm, partie de la devise de la France et on ne dit pas c'est qu'il est ça, trop employé, on ne dit tout pas à qu'il est fait. à la mode, etc. Cette sororité, c'est ce lien si fort et profond qui unit les femmes dans leurs émotions, dans leurs tripes, dans ce Mhm. qu'elles vivent, que ce soit fort ou pas fort. Et mine de rien, c'est aussi le point commun de une bonne partie des femmes que j'ai interviewées, ces liens qui se tissent dans l'épreuve, en fait, et qui font que, ben, en fait, comme une toile d'araignée qui se tisse, sur laquelle on peut prendre appui comme un trampoline pour s'élever, rebondir et reconstruire quelque chose. C'est ça, tout à fait ça. C'est vraiment ce que je ressens avec toutes ces magnifiques rencontres qui m'ont amené sur plein de choses que je n'aurais pas vécues avant. Ça va de la photothérapie au saut en parachute, à la plongée sous-marine, c'est pareil, hein, ça c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Et c'est toutes ces rencontres et toutes ces amitiés qui font qu'aujourd'hui, ça explique aussi mon parcours et pourquoi j'en suis là. Est-ce que ça rend les choses encore plus intenses? Oui, c'est un mot que j'utilise souvent quand je parle des aventures que je peux faire régulièrement, me sentir vibrer, me sentir vivante. C'est pas qu'une question de mettre un peu de piment dans sa vie, hein. C'est vraiment se dire, je suis à la recherche de ce truc-là parce que le cancer est associé à la mort. De manière peut-être irrationnelle pour les autres, il y a quand même cette épée de Damoclès qui fait que on est sans cesse en train de nous parler de récidive, de contrôle, etc., etc. Et moi, de m'évader dans toutes ces aventures, voilà, ça me donne le sentiment de vivre pleinement ma vie. J'ai eu la chance de croiser la fondatrice des Lions de Tatooine qui propose beaucoup de projets et d'aventures incroyables pour les patientes. Et j'ai eu la chance de vivre le Raid Cœur d'Argan au Maroc, une semaine avec mon binôme, ma meilleure amie de cœur, Nassilata, avec qui on a cofondé le Combat des Roses. Et j'ai fait Cœur de Rustine l'année dernière. Voilà, c'est des choses qui sont incroyables à vivre et qui permettent aussi de vivre l'après-cancer de manière plus joyeuse. Ouais. Du coup, peut-être que je vais te faire une proposition, tu vas peut-être la reprendre ou la transformer et tout ça, mais j'avais envie de te poser cette question, en quoi tu es différente aujourd'hui de celle que tu étais Mm. avant? Et du coup, j'ai l'impression que aujourd'hui, tu es vibrante. Ouais. En quoi je suis différente? C'est le grand problème de l'après-cancer où beaucoup nous attendent de la même manière qu'on pouvait l'être avant. Pour autant, effectivement, je suis la même, hein, je suis Caroline, mais j'ai l'impression que je suis en puissance 1000. J'étais déjà quelqu'un d'assez dynamique et d'assez joyeuse. Bah alors là, je ne m'interdis plus rien. J'ai vraiment cette envie de bouffer la vie et de rire. Donc, je suis vraiment en mode, ouais, j'ai envie de rire. Donc, je fais des blagues, j'arrête pas, je prends tout, voilà, en autodérision. Enfin, voilà, il y a ça et il y a cette capacité à savoir dire non. Ce que je faisais peut-être auparavant, mais alors là, je sais exactement ce vers quoi je veux aller, quelles sont mes valeurs, ce dans quoi je suis ancrée. Ouais, cette énergie que j'ai envie de transmettre, qui était là, mais qui s'est révélée avec la maladie. Avec la maladie où tu as compris qu'il y avait potentiellement une date de fin, Mhm, chaque minute devient extraordinaire, évidemment. Comme tu disais, on est cyclique, ça va pas toujours bien, il y a mhm, des jours avec, des jours sans, mais avec un peu ce pied de nez à la mort, avec mhm, j'ai pas envie de perdre mon temps à dire oui à quelque chose qui m'embête en fait c'est ça. et qui va pas me servir, qui va pas m'apporter. J'ai envie aujourd'hui d'être aux commandes et de faire des choses
qui me font du bien. C'est ça, tout à fait. Tout en se gardant le droit et la légitimité de se dire, OK, bah aujourd'hui, c'est pas un jour avec. Je gère ma fatigue, je gère les effets secondaires qui sont liés à l'hormono ou à la thérapie ciblée. Je vois ce que ça donne. Mais tu sais, par exemple, de manière très anecdotique, avec Silata, ma meilleure amie, quand il a fallu qu'on trouve le nom de la page Instagram, Le Combat des Roses, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'on ne voulait pas être dans l'injonction du il faut être une guerrière, il faut combattre, etc., etc. Bon, pour autant, on est quand même resté sur ce vocabulaire parce que c'est quelque chose qui me correspond. C'est dans ma nature propre d'être un peu aux commandes. Mais je répète très régulièrement et très souvent aux patientes ou à mes copines, hein, quand on en discute, bah, vous avez le droit de ne pas être bien, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de sourire, vous avez le droit d'être en colère. Enfin voilà, vous avez le droit de tout, de tout exprimer. Et si ça dérange en fait la personne qui est en face de vous voir pleurer, bah, c'est que c'est elle qui a un problème, c'est pas vous. Enfin, vous êtes tout à fait légitime à le faire. Donc, de l'énergie à revendre, du positif, mais en se laissant le droit aussi d'exprimer quand ça va pas. Exactement. Et peut-être en assumant encore plus, du coup, ces variations Ouais, émotionnelles, ces variations d'envie et d'énergie. mm, tout à fait. Ah, et puis les variations émotionnelles avec l'hormono, tout ce qui est lié aux sautes d'humeur, je peux t'assurer que mon mari en fait les frais assez régulièrement, oui. Ouais. Mais en fait, du coup, tu as aujourd'hui davantage de recul et puis cette connaissance de toi pour être en mesure toi-même de t'accompagner dans ce que tu traverses, en fait. Oui, 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 tout à fait. Je sais que je ne suis pas forcément responsable de certaines réactions que je peux avoir. Ça ne les justifie pas pour autant, hein. Mais c'est vrai que c'est très déculpabilisant de savoir aussi que c'est lié au traitement et que parfois, bah, c'est malgré moi que je peux réagir comme ça. Mais voilà, enfin, j'en discute assez facilement et en l'occurrence, s'il s'agit de mon mari, on en parle très ouvertement, lui et moi, et il sait quand ça va pas et quand ça va. Et quand ça va pas, il comprend lui aussi que par moment, c'est plus fort que moi. Hmm. Exercice un petit peu difficile. Si tu devais conclure avec un mot ou une phrase sur ce que tu as réussi à reconstruire ou les enseignements que tu as tirés de ce choc, de ce parcours, ce serait quoi? C'est très compliqué. Je pense que c'est se retrouver, puisque finalement, j'étais déjà moi avant. C'est juste que je me suis retrouvée face à moi-même et qu'il a fallu que je l'accepte et que je le vis puissance 1000 aujourd'hui. Hmm. Ok, c'est chouette, se retrouver. Bon, alors, puisque Caroline, on est à la fin de l'émission et que je suis une grande gourmande, je ne peux pas te faire échapper à mon quiz des croqueuses. Donc, j'ai Ok, quelques questions à te poser. Est-ce que tu es prête? je suis prête. Alors, ma première question, c'est quoi ton péché mignon, cette gourmandise qui te tente tellement que c'est impossible pour toi de dire non, et ce fameux non, et que tu ne peux pas résister? Le macaron. Le macaron, quel que soit, sous toutes les formes qu'il soit, le macaron, ce n'est pas possible. Même si je viens de finir un repas gargantuesque, tu me proposes un macaron, je vais le manger. Ok, donc là, quand on se verra, je t'offrirai des macarons. Ok, avec plaisir. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Mhm. Une meringue croquante à l'extérieur, mais très moelleuse et très douce à l'intérieur. Un peu Hmm. comme moi finalement. Il y a des meringues qui sont sèches à l'intérieur, donc c'est pas C'est celle-ci vrai. que tu Non, veux. c'est pas celle-ci que je veux, non. Moi, je veux celles qui sont piquantes, croquantes à l'extérieur et toutes douces, toutes moelleuses à l'intérieur. Ok, à ton image. Ouais. Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau, vin ou... Peu importe. Alors, au grand désespoir de mes médecins, je suis Coca Zéro, malheureusement, soda depuis 30 ans avec une canette au petit déjeuner. Une mauvaise habitude dont je ne peux pas me passer, c'est toute ma vie, le Coca. Ok, d'accord. Au grand désespoir de tes médecins, tu dis. Oui. Alors du coup, est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? Peut-être pas radis Ah, du coup. non. Bourguignon, mon mari est bourguignon. Ah, ok. Donc ça a du sens. Ah oui, ça a du sens. Oui, 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 tout à fait. Tu le croques.
Ah, je le croque à pleines dents et je me délecte de lui chaque jour passé à ses côtés. Ok, c'est une belle déclaration d'amour. Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait? Parce que moi, c'est ma gourmandise. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors moi, de mon côté, c'est chocolat au lait. Hmm. Alors, je suis une fan de pâtisserie, hein, j'en fais beaucoup. Et c'est vrai que je refais beaucoup de choses avec du chocolat au lait et pas du chocolat noir par moment parce que c'est vraiment ce que je préfère. Hmm. Ok, donc c'est ta gourmandise. Oui. Un grand merci, Caroline, d'être venue partager ton histoire, qui sera peut-être très complémentaire de celle que tu avais partagée il y a un an, Mhm. et qui, j'en suis sûre, pourra parler à beaucoup des croqueuses qui nous écoutent, qu'elles soient patientes, qu'elles soient aidantes ou qu'elles soient dans un parcours personnel de connaissance d'elles-mêmes, de croquer la vie et d'y remettre un peu de vibrant et d'intensité. Mhm. Ouais. Merci à toi, Pauline, comme je l'ai redit au début, de me laisser m'exprimer en espérant que moi aussi j'arrive à planter une petite graine pour les femmes qui vont nous écouter. Je n'en doute pas. Et si jamais on veut te retrouver, comment on fait? Oh, bah, sur Instagram, le combat des roses avec un K. Là, vous pouvez voir un peu toute ma vie. Certaines vidéos où tu danses comme ça, j'adore. Ouais. Certaines vidéos, oui, où je me déhanche. Ça, c'est la faute de Fanny et Marion, mes acolytes de Maquille mon crâne, hein. C'est à cause d'elles que je me déhanche comme ça. À cause ou grâce, ça dépend du point de vue. Oui, c'est ça, c'est ça. De toute façon, je mettrai toutes les infos dans la description pour qu'on puisse te retrouver, qu'on suive un petit peu tes nouvelles chorégraphies. Ok, parfait. Merci beaucoup, Pauline. À très bientôt. Merci, au revoir. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.